Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 23h18 sur Europe. Je vous rappelle que vous pouvez appeler le 3921. Florian et Julia sont en régie avec notre réalisateur Antoine et attendent vos appels, chers amis, et je les attends aussi. Vous le savez, vous pouvez composer le 3921. Vous entendez la petite musique d'accueil, le disque d'accueil d'Europe 1, et vous faites le 1 si vous voulez parler à ces jeunes gens directement. 23h18, on accueille Alexandra maintenant au 3921. Bonsoir Alexandra. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Alexandra et quel âge avez-vous ? Alors, j'ai 38 ans et je vous appelle de l'Aube. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène Alexandra ? En fin de compte, il m'amène que je mène plusieurs combats depuis quelques années maintenant. Et il y en a un particulièrement qui est très difficile, voilà, pour moi en tant que maman. Ce combat, c'est l'autisme, c'est la reconnaissance de l'handicap, c'est la mise en place des prises en charge, le droit d'avoir les accompagnements, d'avoir une vie. Oui. Voilà, c'est... Et voilà, enfin, c'est un peu dur pour moi ce soir. Voilà, c'est... Je me doute. Je me doute. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis autiste, moi-même. Oui. Voilà. Et j'ai une famille, j'ai 5 enfants qui ont tous des TND, donc tous TSA ou TDAH. Oui. Et voilà, et c'est un combat qui est très fatigant, mentalement et physiquement. Mhm. Et particulièrement celui que je mène depuis 2 ans pour ma fille de 16 ans, qui est autiste avec une légère déficience. Vous êtes toute seule ou il y a un papa à la maison ? Non, je suis toute seule, donc c'est pas facile de devoir gérer. Je pense que ma particularité m'aide, parce qu'on se demande comment je fais pour tenir debout, Oui. avec les choses que j'ai à faire quasiment tous les jours. Oui. Que ce soit les paperasses, que ce soit les demandes de soins, les rendez-vous. Quel âge ont vos petits aujourd'hui ? Vous m'avez dit donc votre fille de 15 ans. 16 ans. De 16 ans. Et les autres ont quel âge ? Alors j'ai un fils de 18 ans. Oui. J'ai ma fille de 16 ans. Oui. J'ai mon fils qui a 15 ans. Oui. J'ai une enfant de 10 ans et ma dernière a 6 ans. D'accord, ok. Est-ce que, d'abord, la question, mais je sais ce que vous allez me répondre, mais c'est pour celles et ceux qui nous écoutent. Est-ce que vous vous êtes senti accompagnée en tant que maman seule, déjà, et maman d'enfants qui voilà, présentent des troubles où un accompagnement est nécessaire, que ce soit à l'école, mais hors de l'école aussi, hein. Est-ce que vous vous sentez accompagnée aujourd'hui ? Non, du tout. Je me sens jugée en permanence. Je dois en permanence me justifier. J'ai subi à maintes reprises des enquêtes parce que j'avais une famille atypique et que ça ne rentrait pas dans les cases. On va dire que normalement, voilà, quand on peut voir souvent des familles avec 2 enfants autistes ou un, mais c'est vrai qu'on vous dites, bah voilà, je suis autiste et j'ai 4 enfants autistes, de suite vous avez une étiquette. Oui. Et c'est un peu dur à vivre. Et ce que je voulais dire aussi, c'était, on parle beaucoup de l'autisme à la télé, dans les radios, etc. On n'en parle pas assez, à mon avis, hein, mais bon. Moi, je trouve qu'on parle beaucoup de soit ceux qui ne parlent pas, ceux qui ont vraiment besoin de prise en charge importante, ou ceux qui sont voilà, super intelligents. Enfin, voilà, c'est ce que j'ai pu remarquer. Par contre, on ne parle pas assez de ceux qui sont au milieu, des autistes de haut niveau. Enfin, ceux qui n'ont pas de HPI, ceux qui parlent, ceux qui... je trouve qu'on minimise énormément ces gens-là. Oui. On les laisse souffrir. On les aide pas. On n'en parle pas. Enfin, c'est comme s'ils n'existaient pas. Je trouve ça vraiment dommage. Je pense, vous savez quoi ? Que c'est lié justement à la difficulté de la démultiplication de ce type d'autisme et à la non-compréhension
de la société vis-à-vis de ces personnes qu'on ne considère pas comme des autistes, en fait. On se dit, ah bah, il manque d'un truc, il manque de sensibilité, il manque de tout, d'un tas de choses, mais finalement, on ne parle pas d'autisme là où on devrait parler d'autisme. Oui, je trouve aussi. Je trouve qu'on met trop les gens dans des cases. Oui, exactement. On a du mal un petit peu à comprendre que même si on parle, même si on arrive à se débrouiller, on a quand même aussi des difficultés. De grandes difficultés même, parfois. Voilà. Et qu'on a besoin aussi qu'on puisse nous comprendre, nous aider. Voilà, c'est ce que ma famille manque aujourd'hui. C'est que je me sens pas comprise, ni en tant que femme autiste, ni en tant que mère autiste, oui. ni en tant que mère tout court. Voilà, moi j'ai vécu, comme je vous ai dit au départ, j'ai eu beaucoup de batailles à mener. Mais la plus grave des batailles que je mène actuellement et qui n'est pas finie, c'est pour ma fille de 16 ans, qui est, comme je vous ai dit tout à l'heure, TSA, avec une légère déficience, où ça fera 2 ans que je me bats pour qu'elle puisse avoir des prises en charge dignes de ce nom. Oui. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas fait. Moi je me suis endettée pour mettre du privé. Je me suis endettée de partout pour qu'elle puisse avoir des choses. Et même encore maintenant, faire reconnaître son handicap. Pourtant, il est visible, celui de ma fille. Malheureusement, elle a eu droit à un déni. Un déni même des services qui, normalement, devraient aider les personnes handicapées. C'est ça qui est dommage. C'est que ces gens-là devraient être là pour aider. Et en fin de compte, elles vous écrasent. Elles vous dénigrent. Et c'est ça qui est pas normal. C'est ça qu'on montre pas à la télé. On en montre des personnes qui arrivent, qui ont les moyens, qui sont pas harcelées, par exemple, par les services de l'enfance. On montre des profils qui passent bien à la télé. On montre pas la plupart des gens qui sont comme moi. Enfin, moi, je suis quand même vachement touchée, on va dire, mais il y a des familles qui ont même 2 enfants et ils souffrent parce qu'ils sont jugés, pas compris, pas aidés. Et souvent, on les laisse comme ça. Et ça, on ne le montre pas à la télé. C'est dommage. Vous avez été diagnostiquée, Alexandra, ou vous parlez d'une famille et donc de parents qui visiblement ne comprennent pas. Est-ce à dire qu'il n'y a jamais eu de diagnostic de posé sur votre autisme, en tout cas le temps où vous étiez à la maison de vos parents, enfants, adolescentes? Moi, j'ai un parcours enfant qui est quand même assez compliqué. J'ai toujours été considérée comme l'enfant bizarre, l'enfant dans son monde, Oui. la jeune fille à part. On n'a jamais cherché réellement quelles étaient mes difficultés, parce que à mon époque, à moi, c'était encore plus compliqué que maintenant, on va dire. Oui. Ça mériterait d'être un peu plus simple. Non, moi j'ai appris à 36 ans qui j'étais, quelles étaient mes difficultés. Et ça a été en même temps une délivrance, mais en même temps, je me suis dit, mais mon Dieu, il y a du retard. Je comprends, mais par contre, le retard qu'il y a, les choses que j'aurais pu faire, enfin, voilà, c'est mon parcours à moi. Et c'est pour ça que je me suis battue pour mes enfants. Voilà, je voulais qu'ils puissent réussir là où moi, j'avais pas réussi. Donc, et les gens, ils comprennent pas. C'est pareil quand vous avez des intervenants, des personnes qui interviennent, éducateurs, psychologues. Et souvent, on entend, mais pourquoi vous mettez autant de choses? Ces choses-là sont nécessaires pour les personnes autistes. Moi, ma fille de 16 ans, elle a un retard de diagnostic. On a été en errance pendant un sacré moment. Oui. Et pourtant, j'avais d'autres enfants qui étaient autistes. Même moi, j'ai voulu faire confiance. Pardon. J'ai voulu faire confiance et voilà. Et aujourd'hui, c'est catastrophique. Donc, le retard de diagnostic chez une personne autiste peut mener à des choses catastrophiques. C'est ça qu'il faut faire passer comme message. Plus tôt la personne est diagnostiquée, plus elle aura de chances de s'en sortir. C'est surtout que plus vite le diagnostic sera posé, plus vite la personne qui est porteuse de cet autisme, on lui parlera, on la mettra au courant, elle comprendra un peu mieux ce qui lui arrive, et puis surtout elle sera prise en charge et protégée. Or,
comme vous l'avez dit, Alexandra, il y a encore tellement à faire et tellement de choses qui ne sont pas faites aujourd'hui dans la prise en charge et dans le diagnostic. On va marquer une pause, si vous voulez bien, Alexandra, et on se retrouve dans quelques instants, d'accord ? À tout de suite. La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits. 23h29 sur Europe, 23h30 même pile. Vous êtes sur votre libre antenne et vous pouvez nous joindre au 39 21 ou nous écrire comme vous le faites, comme tous les soirs, nombreuses et nombreux, au 7 39 21. Suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Nous sommes avec vous, Alexandra, maman autiste, mère de 5 enfants. 5 enfants qui souffrent de TDAH. TDAH ou TDA, vous m'avez dit quoi tout à l'heure ? Alors, TSA et TDAH. D'accord. Vous avez parlé de vous, en fait, et du diagnostic qui n'a jamais été posé sur vous. Vous étiez l'enfant bizarre, vous étiez l'enfant dans son monde. Ça a duré combien de temps, ça ? Jusqu'à aujourd'hui ? Ou est-ce que vos parents se sont enfin décidés à un moment à voir quelqu'un pour savoir de quoi il retournait ? Non, c'est grâce à ma dernière quand elle a été diagnostiquée enfin, voilà, lors du passage du bilan, voilà, la neuropsie a dit que quand il y avait un cas, il fallait voir dans la famille, dans la fratrie, s'il n'y avait pas d'autres enfants avec d'autres soucis. Oui. Donc pour aider aux démarches et pour aider mes enfants aussi, c'était important. Donc j'ai passé ce bilan et il s'est avéré qu'il était positif. Voilà, j'ai eu une démarche, enfin, j'ai eu un parcours plutôt dans le privé. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour être diagnostiqué au CRA, c'est très long, très très long. Et souvent, bien souvent, tout ce qui est question d'autisme féminin, c'est encore compliqué à faire diagnostiquer. Voilà. Et il y a un manque de formation sur l'autisme féminin qui est vraiment différent. Enfin, pour ma part, de ce que je peux voir de mon fils et de mes filles. Oui. On a des traits, on se camoufle plus facilement, on arrive à se mélanger un peu plus. Voilà. Mais voilà, c'est un parcours que j'ai fait de moi-même. Après, ma famille ont du mal à accepter, sauf mon père. Mais ça reste encore un sujet tabou, on va dire. Vous nous avez parlé de votre fille de 16 ans, donc en nous disant que c'était catastrophique, le fait qu'elle n'ait pas été diagnostiquée. Quelles incidences ça a eu sur sa vie aujourd'hui ? Mon Dieu, des mises en danger, de l'abus de faiblesse, voilà, des choses beaucoup plus graves que ça encore. Ce qu'il faut savoir, c'est que les femmes autistes sont beaucoup plus manipulables, beaucoup plus fragiles à l'adolescence. Donc on peut plus facilement Ouais. les agresser sexuellement, malheureusement. Même profiter d'elle et manipuler. Oui. Et ça, malheureusement, je me bats encore avec la justice pour faire reconnaître les agressions que ma fille a subies. Parce que là aussi, on a eu des non-lieux. Voilà, on estime que ma fille, que c'est de sa faute, voilà. Qu'elle était consentante. Non, même, c'est que c'est ma fille qui cherchait. Donc, à 15 ans, on estime qu'une enfant de 15 ans avec une déficience intellectuelle, un autisme, c'est elle qui va chercher l'adulte, par exemple. Voilà, donc ça, c'est un autre combat que je mène. Oui. Et voilà, les conséquences, voilà, les problèmes de codes sociaux, tout ce qui est code, tout ce qui est habilité sociale, enfin, toutes ces choses-là qu'elle n'a pas travaillées, l'ont mise sérieusement en danger. Ça a été un combat pendant 2 ans pour l'aider, avec des personnes qu'on pense qui sont là pour nous aider. Et moi, tout ce que j'ai eu de ces personnes, c'est du mépris, du déni, et pas de la compréhension, pas de l'aide en tout cas. Voilà, De qui parlez-vous précisément ? Moi, je parle des services publics, je parle de la protection de l'enfance, je parle de la MDPH. On pense, même moi, j'ai pensé qu'on pouvait être compris et être aidé. Et en 2022, non, c'est pas encore le cas.
c'est pas encore le cas. Et on est passé par des situations très très dramatiques qui, qui, qui encore maintenant ont laissé des blessures. Et je ne sais même pas si un jour ma fille va s'en sortir. J'ai un faible espoir pour son avenir. Où est-elle là, en ce moment? Elle est à la maison ou Elle est à la maison, oui. D'accord. C'est Je encore me le, suis... c'est encore le Comment? meilleur endroit où elle est protégée, déjà. Bah, au moins, je la comprends. Je connais ses faiblesses. Oui. Voilà. Euh, Maintenant, ce qui est difficile, c'est de faire entendre que oui, elle a 16 ans, mais elle a le droit d'être aidée. Elle mérite un avenir comme n'importe Bien quel évidemment. jeune. Bien évidemment. Et c'est mon... Qu'est-ce que vous Pardon. revendiquez ce soir pour cet enfant, en fait Parce que vous êtes là, vous êtes en direct sur Europe 1, profitez-en. Qu'est-ce qui ne Ben, va en fait, pas Qu'est-ce qui ne va pas? Ça, vous l'avez dit, et je trouve que vous êtes assez docile dans votre manière de le dire, parce que je pense que j'entends la colère mesurée que vous avez. oui, oui, très. Mais cet enfant aurait dû être protégé. Oui, elle aurait dû être. Vous auriez dû être accompagné, vous, mère célibataire, beaucoup plus. Vous auriez dû être aidé, accompagné. En tout cas, cette jeune fille n'aurait pas dû connaître ce qu'elle a connu en termes d'agression et de manipulation. Oui, oui, je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce qui aurait pu empêcher cela, à votre avis? Parce que ça va de pair avec ce que vous pouvez revendiquer aujourd'hui, pour que ces choses-là n'arrivent plus à votre fille, mais n'arrivent plus à toutes ces jeunes filles qui souffrent de ce type de troubles. Et elles sont nombreuses, comme de garçons. Mais on sait que les filles, voilà, les filles sont des proies pour les garçons. Alors, si je devais adresser un message à d'autres familles, aux familles et surtout tous ceux qui sont tout le milieu public de prise en charge, etc., c'est que quand des parents vous disent il y a un problème, il y a un souci, j'ai un diagnostic, aidez-nous. Alors, aidez, voilà. Écoutez-les, respectez-les et aidez-les. Ne leur mettez pas des bâtons dans les roues comme c'était le cas pour moi. Parce que, voilà, c'est que les premières personnes qui voient les choses, qui ressentent les choses, ce sont les parents, ce sont les proches. Bien évidemment. Ceux qui sont au cœur de ce qui se passe. C'est ceux qui sont, qui vivent excusez-moi, c'est encore dur encore en ce moment. Bien sûr. Voilà, il faut écouter ces gens et les parents sont pas là pour enfoncer les enfants. S'ils disent qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un problème. Il faut plus intervenir quand c'est un drame. Il faut intervenir avant le drame. Il faut que tous ces services se disent qu'il faut empêcher et pas guérir. Voilà. Il faut empêcher les choses. Moi, malheureusement, maintenant, je suis dans le pansement. Alors, je mets des pansements. Je suis même pas sûre de pouvoir récupérer ma fille. Voilà, je veux dire, ma fille a eu des soucis à 12 ans. Ça s'est dégringolé d'un coup. Voilà, malheureusement. Et je suis même pas sûre de pouvoir récupérer mon enfant et d'avoir un avenir pour elle. Si ça peut aider d'autres familles ou d'autres personnes. Vous voulez dire qu'elle a été agressée à 12 ans? Disons qu'on a eu une errance diagnostique. Elle a été hospitalisée dans un grand service. Oui. Ils n'ont pas vu qu'elle était autiste. Tous les signes étaient là. Tout était là. On a eu des informations qui nous ont pas été données. Et on a perdu énormément de temps pour l'aider. Voilà. Maintenant, voilà, ça va être compliqué pour moi et pour ma fille. Je vais me battre. Je continuerai à me battre pour elle. Mais je veux dire, il faut pouvoir, comment dire, il faut que quand il y a les signes, qu'on puisse poser un diagnostic, parce qu'un diagnostic, ça aide, oui. Ça aide énormément. Et il faut écouter les parents, comme vous le répétez ce soir, Alexandra, parce que souvent, tout le temps même, les parents sont là, présents, témoins de la perception de leurs enfants, de leur capacité ou non à percevoir les choses. Vous parliez de codes sociaux tout à l'heure, mais on va vulgariser et parler de décoder des situations de la vie de tous les jours,
ces enfants-là ne les décodent pas facilement et donc sont des proies ultra faciles pour les personnes qui sont mal intentionnées et qui souvent perçoivent que ces personnes-là sont manipulables à souhait. Donc oui, il faut écouter les parents. Moi, j'aimerais que vous me racontiez pourquoi vous n'avez pas... Qui ne vous a pas entendu dites les choses. Lorsque vous parlez de la protection de l'enfance, qui ne vous a pas cru? Est-ce que des médecins ne vous ont pas cru? Qui ne vous a pas écouté, Alexandra? Disons que maman, on va dire que ça s'est passé en 2018 et jusqu'en 2022. Quand un parent demande de l'aide, malheureusement, c'est pas de l'aide qu'il reçoit. Ça sera soit des reproches, soit malheureusement... Des reproches. Quel type de reproches? On va vous dire, mais pourquoi cherchez-vous à savoir ce que votre enfant il a? C'est souvent les phrases que je peux entendre et que moi j'ai entendues malheureusement. Alors que voilà, quand on cherche à savoir ce qui se passe, ça montre que voilà, c'est qu'il y a quelque chose. Voilà, c'est quelque chose qui ne va pas. Ensuite, on a quand on insiste. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Moi, j'ai insisté. Et du coup, souvent les personnes comme moi qui insistent et qui amènent des diagnostics, etc., on se retrouve avec des informations préoccupantes aussi. Oui. Voilà, quand vous voulez faire votre rôle de maman, parce que j'estime que mon rôle à moi, c'est de protéger mes enfants, voilà, de les aimer, de les les protéger. élever, voilà. Malheureusement, quand on fait ça, on ne reçoit pas de l'aide, mais plutôt des accusations. Vous vous retrouvez sur le banc des accusés. Clairement, est-ce que vous avez risqué qu'on vous enlève votre fille quand vous avez signalé tout ça? Oui, j'ai à 2 reprises. Voilà. C'est quand même incroyable. On a Laetitia, Alexandra, qui est présidente d'une association que vous connaissez visiblement. Oui, qui est super. Elle va se présenter. Bonsoir Laetitia. Oui, bonsoir Olivier. Bonsoir. On entend un peu bouche bée, éberlué le témoignage d'Alexandra. On est un peu... je suis un peu sous le choc d'entendre cette maman encore. J'arrive encore à être choqué par ce type de témoignage parce que on marche sur la tête. On marche sur la tête et Alexandra ne vous a pas tout raconté parce qu'elle ne le peut pas. Il faut savoir que ce que vit Alexandra, de nombreuses familles le vivent également. Elle n'est pas seule, malheureusement. Je souhaitais rebondir. Pourquoi? Parce que je vous ai entendu poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter? Il faut former. Premièrement, il faut former dans les MDPH, il faut former les médecins, il faut former les psychologues, il faut former tout le corps médical, il faut former les professeurs, les enfants, tout le monde est à former, les AESH. Il y a une formation à faire, mais importante sur l'autisme. La deuxième chose, c'est qu'il faut absolument, et comme l'a dit Sophie Cluzel, secrétaire d'État au handicap, il faut enlever absolument la psychanalyse du secteur médical concernant l'autisme. La psychanalyse va accuser la mère. S'il y a quelque chose sur l'enfant, il faut d'abord chercher pourquoi il y a quelque chose au niveau de la mère. Voilà. Si l'enfant ne va pas bien, c'est forcément la mère. C'est fou. Et ça, il faut arrêter. Il faut arrêter absolument. La psychanalyse n'a rien à voir là-dedans en plus. On est d'accord. Et la Haute Autorité de Santé l'a dit, mais ça continue. Donc Alexandra s'est retrouvée dans des secteurs médicaux qui étaient sous influence psychanalytique. Donc on a commencé à l'accuser, elle, à chercher ce qui n'allait pas à son niveau à elle, sans voir qu'il y avait un problème médical. Alexandra, quand elle disait, mais il faut prendre mon enfant en charge, parce que tout ce que vous me dites, moi je veux bien, vous me dites qu'il est ci, qu'il est ça, mais vous ne me dites pas exactement ce qu'il a, il n'avance pas, mon enfant n'avance pas, qu'est-ce qui se passe? Donc on va chercher. Et à force de chercher, on arrive enfin à trouver. Alors, personnellement, j'ai un enfant qui est autiste. Pendant 19 ans, j'ai cherché ce qu'il avait. 19 ans. J'ai fait tous les hôpitaux de Paris, je suis en Île-de-France. Tous les CMP, de la MDPH, les psychiatres, les IME. Je suis passée partout. 19 ans pour qu'enfin un professeur pose le diagnostic sur mon enfant, que j'ai fait revalider 3 fois pour être sûre. Voilà. Donc, on est en errance. Et quand on cherche, on se récupère des informations préoccupantes avec des attaques en justice. Oui. Vous vous rendez compte, c'est ignoble. Voilà. Donc la formation est importante. Il faut également arrêter de masquer les choses.
j'ai entendu Alexandra s'exprimer effectivement sur ce qu'on voyait à la télévision, les Good Doctors, les Rain Man, voilà, toutes les personnes autistes qui ont soi-disant, qui ont un QI important alors que ça ne représente que 3% Non, mais là, on a des la personnes autistes. représentation béni oui-oui de l'autisme. C'est ridicule. Ridicule. Et il faut savoir que toutes les personnes, le spectre est tellement large et attire tellement de comorbidités que toutes les personnes sont différentes. On ne peut pas se voir un film et dire, ah ben voilà, toutes les personnes sont comme ça. Non, c'est pas possible. Voilà, il y a une diversité dans l'autisme qui est très très large. Voilà, le seul point commun quelque part, c'est les interactions sociales. Mhm. Tout le reste, après, c'est voilà, tous les enfants sont différents, tous les gens sont déjà différents. Et si vous rajoutez dans l'autisme, le spectre autistique est très large. Et vous pouvez aller de la personne qui va avoir une sévère déficience avec des sévères troubles de l'autisme. Et à l'opposé, vous aurez des personnes, mais ça ne représente que 3%, qui auront un QI important, un haut potentiel intellectuel et un autisme plus modéré. En la personne de Sophie Cluzel, on a quand même aujourd'hui une secrétaire d'État, une ministre, qui veut faire bouger les choses. Est-ce qu'elle en a les moyens réellement ? Est-ce que la machine n'est pas trop lourde ? Parce que cette formation dont vous parlez, elle touche tellement de secteurs, quoi. Est-ce qu'on va voir vraiment la psychanalyse être mise dehors, où on a des chances de voir ça, ou finalement elle affronte une résistance par rapport à ça? Je pense qu'elle affronte une résistance et vous avez un corps médical par la psychanalyse qui est bien assis. Un peu partout. Vous avez des professeurs qui ont également des bases psychanalytiques, puisqu'on enseigne un petit peu de psychanalyse et de pédagogie aux professeurs. Vous l'avez dans le milieu médical, vous l'avez dans les CMP, vous les avez centres médicaux pédagogiques, vous les avez dans les IME, les centres médico-sociaux, vous les avez dans les hôpitaux de jour, ils sont partout. Donc, vous ne pouvez pas vous battre contre du lobbyisme et contre ces gens qui sont assis depuis Freud, depuis Freud, attention, parce que Freud, c'est quand même le père de la psychanalyse, en sachant qu'il a inventé Descartes, qu'il était sous cocaïne et qu'une partie de sa famille a été violée. Voilà sur quoi se repose la psychanalyse. Complexe d'Oedipe, le rapport avec la mère frigidaire, la mère crocodile qui veut manger son enfant. Quand elle le lange, il a une érection, donc du coup, ça veut dire qu'elle inceste. Voilà, tout ça, c'est Freud. Oui. Dolto, c'est pareil. Lacan, c'est pareil. Oui, donc vous citez là des noms, c'est sûr, qui sont aujourd'hui de véritables références dans notre pays. Ouais. Dans notre pays, en Argentine, les 2 seuls pays au monde où la psychanalyse est encore dans le corps médical. Ça a été arrêté partout ailleurs dans le monde. Mmh. Comment à l'étranger ça se passe, Laetitia ? Par exemple, dans les pays d'Europe du Nord, où on sait que ces questions-là sont traitées depuis un bon moment. Est-ce que vous avez une connaissance de tout ça ? Alors, vous avez en Italie, en Suède, dans d'autres pays du Nord, effectivement, pas l'Italie qui est du Nord, mais vous avez des pays du Nord, vous avez le Canada, vous avez les États-Unis. L'autisme est traité, il y a beaucoup plus d'inclusion. On inclut les personnes autistes, même avec un autisme sévère, on les inclut. Mais les personnes sont formées. Les enfants dans les écoles sont formés, les professeurs sont formés, les AESH sont formés. Donc ça fait une synergie. Et ça se passe beaucoup mieux qu'en France. Qu'est-ce qui peut changer aujourd'hui dans la situation, dans votre situation, Alexandra, en fait, parce que visiblement vous n'êtes toujours pas entendue. Est-ce que aujourd'hui ça a un peu évolué pour votre fille ? Ça fera 1 an que la MDPH statue, fait des réunions pour statuer. On nous a refusé, on risque de nous refuser l'habitat inclusif pour ma fille, pour plus tard. On est très pessimiste. C'est vrai que moi j'ai un peu peur pour elle, mais ils ont très peu d'espoir, en sachant qu'ils sont quand même responsables de l'état actuel de la situation. En sachant qu'en 2020, j'avais fait une demande de PAG et qu'elle avait été refusée. Donc ça va faire depuis 2020 que j'enchaîne dossier sur recours, sur courrier, et là on a enfin, ça se décante un peu, mais ça traîne des pieds comme si on essayait de perdre du temps. Et moi le temps joue contre moi. Bien sûr. Voilà, j'ai besoin que ma fille soit prise en charge rapidement, qu'elle ait un projet, qu'on puisse démarrer quelque chose de concret. Oui. Voilà, parce que je garde l'espoir qu'elle s'en sorte. C'est la MDPH de quel département ? De l'Aube. De l'Aube, d'accord.
Il faut que cette MDPH sache qu'on suivra de très près votre histoire, Alexandra, et que nous ne manquons pas de nous tenir au courant de tout ça. L'état actuel de votre fille, tout ce qui lui est arrivé, mais surtout ce qu'elle est, et l'autisme qu'elle porte aujourd'hui, doit faire vraiment l'objet d'une étude et surtout d'un rendu pour que cette petite soit protégée absolument et surtout, au-delà d'être protégée, on parle d'un projet, comme vous le dites, Alexandra, parce que ces enfants ont besoin d'inclusion, comme l'a dit Laetitia, et c'est ça le projet. On va rêver un peu, se dire que on espère que ça va avancer, mais on sait que c'est pas demain. Mais au moins ce soir, j'espère qu'il y a des oreilles bien attentives du côté de l'Aube qui sont à la MDPH et qui prennent conscience du problème rencontré par cette jeune fille et par ses frères et sœurs et par sa maman. Et Alexandra, malheureusement, vous êtes représentative de tellement de parents qui sont à la dérive et qu'on laisse comme ça. J'espère en tout cas que les choses vont avancer. Ne manquez pas de nous tenir au courant, Alexandra. Merci Laetitia pour votre intervention. Je vous en prie. Et puis Alexandra, vraiment, ce ne sont pas des paroles en l'air. Vous savez qu'on suit ici quand on nous le demande. Donc on sera très attentif à ce qui sera décidé à la MDPH de l'Aube pour votre enfant. D'accord Alexandra ? Merci beaucoup. Je vous en prie et puis courage à vous. Vous en avez grandement besoin. Merci à vous. Bonne nuit à vous, Laetitia et Alexandra. Au revoir. Merci, au revoir.